Ça me va, personnellement. Ouais, donc je peux arrêter la vidéo pour nous permettre d'avoir plus de bandes passantes. Parfait. D'accord. Donc, j'espère que mon écran est bien visible. Je réitère encore mes remerciements à Abibatou et à Rayonner 360 qui nous donnent cette opportunité de parler cet après-midi de nutrition zen. Et je profite de l'occasion aussi, comme elle l'a si bien dit, en ce jour de 14 février, pour honorer l'amour avec tout le monde. Et je dirais que peut-être qu'il faut qu'on commence par honorer l'amour envers notre corps, qui est ce véhicule qui nous porte pendant toute notre vie. Et ce véhicule fantastique a besoin aussi d'être aimé et d'être accompagné. Et aujourd'hui, notre nutrition zen va nous permettre de parler un peu plus de ce qui se passe dans notre organisme pendant le Ramadan. Effectivement, dans quelques jours, il y a certains qui vont rentrer dans le Ramadan et d'autres vont rentrer dans le carême. Euh, Quelle que soit la situation, la tradition, c'est le même corps qui va être sollicité et qui va manquer de nourriture pendant un certain temps. Donc, euh, donc, l'organisme, quel qu'il soit, face à l'arrêt d'alimentation, va réagir de la même manière. Donc, les éléments dont nous allons parler aujourd'hui, des lois biologiques, s'appliquent tant pour le Ramadan que pour le carême chrétien ou tout simplement le jeûne intermittent. Super. Donc, nous allons essayer ce soir de comprendre ce qui se passe dans notre corps pendant le jeûne, identifier les éléments qui nous fatiguent réellement et qui rendent le jeûne difficile pour certaines personnes et essayer ensemble de voir qu'est-ce que nous pouvons faire pour rendre cette période plus supportable et même bénéficier d'un certain nombre de bienfaits que le jeûne apporte. Qu'est-ce qui se passe dans le corps quand on jeûne? Et avant de continuer, je voudrais juste rappeler que le jeûne ne date pas d'aujourd'hui. Ce n'est pas une innovation comme on le voit avec le jeûne intermittent. Ça a toujours pratiquement existé dans les pratiques anciennes religieuses. Pratiquement toutes les religions ont le jeûne sous une ou une autre forme. Nous avons le ramadan pour les musulmans, le carême pour les chrétiens. Nous avons le jeûne intermittent qui se rencontre très souvent dans les réseaux sociaux et qui est devenu un phénomène de mode pratiquement. Mais à côté de ça, nous avons aussi le jeûne thérapeutique. Aujourd'hui, nous avons des centres de santé, des hôpitaux qui travaillent sur des pathologies spécifiques et essaient de les soigner à travers le jeûne. Donc, c'est dire que le jeûne a vraiment des vertus assez importantes, spectaculaires, qui peuvent vraiment aider l'organisme à se porter bien. Donc, quel que soit le type de jeûne, comme je l'ai dit, l'organisme humain reste le même, c'est le même corps humain et c'est les mêmes lois physiologiques qui vont intervenir face à l'arrêt de l'alimentation, souvent à l'arrêt de l'eau dans le carême, dans le ramadan, durant le ramadan. Le jeûne, en réalité, c'est une expérience biologique extraordinaire. Pendant le jeûne, l'organisme s'adapte, le tube digestif va en repos. Il ne s'arrête pas totalement, mais il prend un repos assez intéressant qui permet de rediriger l'énergie vers les autres parties de l'organisme qui se reparent. C'est comme si on faisait des petits entretiens de notre véhicule. L'organisme essaie de gérer les petits soucis et se réparer. Et pendant cette période, il va apprendre à fonctionner autrement. Si nous avons pendant l'alimentation le sucre qui arrive rapidement dans notre organisme qui nous permet de tenir,
pendant le jeûne, ce sucre n'arrive pas à tous les coups. Donc, il s'arrête pendant une période bien déterminée et l'organisme qui a besoin de continuer à travailler va prendre l'énergie ailleurs. Donc, cette énergie va être mobilisée à partir des stocks qu'il aura fait. Et ces stocks sont en général au niveau du foie où le surplus de sucre que nous consommons est conservé. Et quand nous en avons beaucoup plus, l'organisme les conserve sous forme de graisse au niveau du tube digestif. Nous voyons le gros ventre souvent qu'on a, c'est beaucoup le gras qui se met là-bas. Et ça, c'est nos réserves d'énergie. Nous en avons aussi une grande quantité sous la peau. Donc, jeûner ne va pas nous mettre en panne de carburant parce qu'on a des réserves qui permettent de suppléer à ce manque d'alimentation par jour. Et pendant ce jeûne-là aussi, il y a l'organisme qui fonctionne à travers d'énormes quantités, nombre d'hormones qui vont aussi être réajustées selon la fonction. Et l'une des hormones que nous connaissons le plus, c'est l'insuline. Tu vas L'insuline, continuer pour je crois que nous connaissons dans la population l'insuline qui est cette clé et qui est sécrétée par le pancréas et qui va permettre au sucre qui circule dans notre sang de passer les membranes cellulaires et de se retrouver dans la cellule pour fournir de l'énergie. Donc, on va revenir sur ça. C'est une hormone très importante et qui a un rôle très important pendant le jour. Et dans la journée, sa sécrétion va réellement diminuer et ce qui va permettre aussi à notre organisme de se reposer et de se réparer. Donc, d'après tout ce que je viens de dire, le jeûne en soi est vraiment intéressant pour notre organisme. Et beaucoup de personnes le déclare aussi. Quand il est bien accompagné, il devient vraiment un élément très important. Et cette clarté mentale que certaines personnes nous disent d'avoir pendant le jeûne est réellement décrite parce que l'attention qui se focalise sur la digestion est réorientée et ça permet à l'esprit de fonctionner pleinement. L'énergie qui va venir des stocks dont j'ai parlé tout à l'heure est beaucoup plus stable et n'est pas influencée par notre alimentation, des pics quand on mange et qui baissent après. Donc cette énergie est beaucoup plus stable, ce qui fait que l'organisme s'adapte et fonctionne beaucoup mieux pendant cette période-là. Donc, la réalité, c'est que le jeûne n'est pas le problème de notre fatigue et de tout ce que nous ressentons pendant le ramadan. C'est peut-être autre chose que nous allons essayer de voir. Peut-être nous allons rechercher ces éléments dans nos pratiques. Qu'est-ce que nous faisons actuellement et qui peut réellement entraîner des soucis à notre organisme? La réalité à la rupture de jeûne dans nos familles est impressionnante maintenant. On est passé des moments où la rupture était vraiment simple à un moment de faste. Et les tables sont hyper garnies. On a toutes sortes d'aliments, différentes qualités de beignets, des viennoiseries, des fritures. Et on a les salades, ne parlons même pas des sucreries. Donc, on a énormément de choses sur nos tables. Et avec la faim, la plupart du temps, on n'arrive pas à se retenir et on se met à manger souvent des quantités assez importantes et énormément de sucre. Et en plus, nous avons les jus qui font partie intégrante de la rupture. Toutes sortes de jus, les jus sucrés. Et même si c'est des jus naturels, la plupart du temps, c'est beaucoup de sucre. Donc, ce qui se passe, c'est que cet organisme qui était au repos, c'est comme une usine qui était au repos et qui, pendant ce temps, a passé son temps à nettoyer, à se réparer, et tout d'un coup, on vient, on le bombarde avec euh, plein de choses qu'il doit gérer.
rapidement. Associé à ça, nous avons des repas qui se traînent tard dans la nuit. On va souvent manger juste avant d'aller se coucher. Et le ramadan, surtout, a une particularité, c'est que les nuits deviennent très courtes puisque on transfère pratiquement toutes nos activités de la journée à la nuit. On n'arrive plus à avoir le temps normal requis pour avoir un sommeil réparateur. Et du coup, l'organisme se retrouve un peu débordé par rapport à tous ces éléments-là et n'arrive plus à un moment donné à gérer convenablement. Je voudrais m'arrêter un peu sur la digestion pour un peu approfondir le repos digestif dont on a parlé, pour mieux comprendre le repos digestif. C'est de voir un peu tout ce que la digestion demande à notre organisme. C'est comme l'équivalent d'une grande usine qui parle d'usine d'une certaine ampleur, parle de beaucoup d'énergie. Donc, si à la rupture, on se met à manger des quantités importantes d'aliments d'un seul coup, ce qui se passe, c'est que c'est comme si on réveillait en pleine nuit toute l'équipe de cette usine-là qui tournait au ralenti et on leur dit, allez au travail et produisez les produits de qualité et tout de suite. Donc, le corps va se mettre en marche, la digestion commence, tous les organes sont mobilisés, de la bouche aux intestins, les sucs gastriques, les insulines, les hormones sont sécrétées et tout le monde est au travail et ça demande excessivement d'énergie à notre organisme. Et comme la particularité de notre corps, c'est qu'il ne peut pas à un niveau donné satisfaire à tous ses besoins. Les besoins de la digestion étant très élevés, ce qu'il va faire, il va essayer de déconnecter les autres fonctions. Il va attirer son focus et mettre euh, toute l'énergie, concentrer, diriger toute l'énergie vers le tube digestif. Et c'est ce qu'on ressent après avoir mangé en général, surtout pendant le ramadan. Quand on finit de manger, on se sent somnolent, on est fatigué, on n'a plus de force parce que toute l'énergie de l'organisme se retrouve dirigée vers le tube digestif. C'est tout simplement physiologique. Donc, euh, moins on mange lourd, mieux on est. Donc, si on mange très lourd, cette usine va travailler très fort et pendant très longtemps et mobiliser toute Il y a des l'énergie gens de aussi qui se l'organisme permettent de et le démontrer reste du leur temps. visage, comme si on a besoin de voir leur visage. Je vais demander, s'il vous plaît, à ceux qui ont le micro ouvert de fermer. Euh, S'il vous plaît, Aïssata, Madame, Madame Aïssata, vous pouvez fermer votre micro, s'il vous plaît. Euh, je crois que tu peux couper le... Abibatou, tu as la main pour couper le son chez elle? Ok, parfait. J'ai pu le faire. Vous m'entendez? Vous me recevez toujours? Oui, oui, on Donc, entend. Trop beau. 5 sur 5. super. Donc, je continue. Super. Merci. Donc, cette usine, elle est là, elle est hyper chargée, elle demande énormément d'énergie. Et si on regarde de près, je pense que toute notre énergie va être dirigée vers le tube digestif. Et c'est ce qui est, en quelque sorte, à l'origine de la grande fatigue que nous pouvons ressentir. Nous pouvons ressentir les soirs après le jour. OK. Et les conséquences, on le sait, hein, nous le voyons tous, hein. Après le jour, nous avons cette digestion brutale qui commence, qui mobilise toute l'énergie. Mais il y a un phénomène aussi qui se passe sur le plan biologique, c'est que les quantités importantes de sucre que nous ingérons à travers les jus, nos bouillies et autres aliments vont entraîner un pic, c'est-à-dire une élévation importante du taux de sucre dans le sang. Et puisque l'organisme ne permet pas ça, il va activer le processus de sécrétion d'insuline pour aller réguler, pour réduire
le taux de sucre dans notre organisme et les faire passer dans les cellules. Et ce qui se passe, c'est qu'on va avoir un pic ascendant tout d'un coup et qui va chuter aussi rapidement. Et ce qui va entraîner une baisse d'énergie. C'est-à-dire, on mange, on boit, on se sent un peu bien, mais au bout de quelques minutes, on se sent encore fatigué. Je pense que c'est les boissons sucrées, quand on les prend, on sent vraiment cet élément-là qui apparaît de temps en temps. Donc, ça fait partie des conséquences de cette alimentation et cette digestion brutale, cette fatigue que l'on ressent après les repas. Notre corps qui est surchargé va manifester ça. Ça va se manifester par des lourdeurs au niveau digestif. On a des ballonnements, on sent l'abdomen distendu parce qu'on a souvent beaucoup mangé. Parfois, on a mangé, on a bu beaucoup en même temps. Donc, on se sent lourd. Les reflux gastro-œsophageux sont très fréquents pendant la période de Ramadan. Tout le monde dit, par exemple, au Mali, on sent tout le monde qui dit estomac bénin, estomac bénin, estomac bénin. Souvent, il y a une explication tout simplement physique qui est là. Quand on mange, l'estomac étant là, au-dessus de l'estomac, entre l'estomac et l'œsophage, on a comme un sphincter qui est là, qui serre l'estomac pour ne pas laisser remonter la nourriture. Maintenant, quand on mange des volumes importants, ce muscle-là a tendance à se relâcher et le contenu de l'estomac peut faire éruption dans l'œsophage. Et comme ce contenu est acide, ça va irriter notre œsophage et nous donner des sensations bizarres, douloureuses qui rendent la période de jeûne vraiment très difficile. Et puisqu'on ne dort pas souvent, beaucoup, le temps de sommeil requis n'est pas là. Et souvent, même quand on a le temps nécessaire pour dormir, puisqu'on a beaucoup mangé, on est allé au lit avec un ventre rempli, le corps, au lieu de se reposer, a passé toute la nuit à digérer. Notre sommeil n'est pas réparateur. On se réveille le matin, on a dormi, mais on n'est pas reposé, ce qui peut augmenter notre irritabilité et qui se voit souvent pendant le ramadan. Les gens deviennent un peu nerveuses par moment. Ces signaux, nous les reconnaissons pratiquement tous. Nous nous sentons fatigués et une des particularités pendant le ramadan, c'est le poids que les gens vont prendre, contrairement à la perte de poids qui est attendue. Puisqu'on ne mange pas, on est supposé soit garder son poids ou le perdre. Mais ce qui se passe, c'est qu'au lieu que ce processus de repos digestif nous, on bénéficie de ce principe-là, le fait que nous mangeons beaucoup, que nous prenons des quantités importantes de sucre à la rupture, fait que le supplément, le surplus de sucre va se déposer, va être stocké dans notre organisme sous forme de graisse et ce qui va nous faire prendre du poids alors que ça devrait être le contraire pendant le ramadan. Donc, sur ce, nous voyons quand même que le jeûne en lui-même serait vraiment une bonne chose pour nous, mais que c'est plus nos comportements, ce que nous faisons autour du jeûne qui pose des problèmes. Et c'est ce que nous allons voir maintenant avec des propositions que nous pouvons faire par rapport à comment améliorer cette situation. J'aime beaucoup cette image que vous pouvez voir. L'image nous montre beaucoup de couleurs. Si vous voyez ici, on a beaucoup de végétaux, beaucoup de couleurs, des fruits, des légumes et toutes les couleurs possibles. Et j'aimerais que vous captiez un peu cette image et que vous la gardiez en mémoire. Elle est intéressante et on va revenir là-dessus. Voir surtout les couleurs, voir la variété, voir le fait qu'on a des fruits, on a des légumes, on a des céréales, on a des légumineuses qui sont là et qui vont intervenir dans notre alimentation et nous aider. Donc, parlant de nutrition zen,
Notre objectif ici, ce n'est surtout pas de manger moins. Là, je ne vais pas vous parler d'un régime particulier, de restriction en tant que tel, mais c'est de manger autrement. Manger autrement avec mesure et éventuellement avec une Sarah, au certaine plaisir. cohérence. Salam alaikum. À la prochaine. Allez, bon retour. Salam alaikum, Nalessa. Merci beaucoup. À la prochaine, Inch'Allah. Inch'Allah, ya Rabbi. Bon retour. OK. Merci. Manger Salam alaikum. avec cohérence et avec mesure pour pouvoir vraiment soutenir notre corps. Et pour ça, il va falloir que nous repensions un peu la rupture du jeûne. Notre rupture du jeûne actuelle euh, peut réellement poser des soucis si on ne fait pas attention. Le corps qui a jeûné toute la journée, qui n'a pas mangé, qui est au ralenti, et quand on vient, on lâche comme une bombe, une tempête pour, de nourriture qu'il doit gérer, et sachant tout le processus, toute l'énergie que cette digestion demande, il est important d'aller avec douceur au moment de la rupture. Traditionnellement, je crois que dans le temps de nos parents, on n'avait pas tout ça autour de la table de rupture. On avait beaucoup plus de l'eau, des tisanes, des dattes. Et c'est bon de revenir à ces éléments-là. Peut-être de une à trois dattes, un peu d'eau ou une tisane pas sucré ou très peu sucré, juste pour dire au corps, voilà, la journée de jeûne est finie, on passe à autre chose, on va prier et ensuite on revient pour pouvoir manger quelque chose encore de plus léger et permettre à cet organisme-là de reprendre tout doucement, tout doucement. Plus la nourriture est simple, mieux c'est. Simple, ça veut dire que rapprochons-nous plus de ce qui vient de la terre. C'est-à-dire tout ce qui est fruits, tout ce qui est légumes de façon générale, préparé de façon très simple. Nos céréales traditionnelles complètes, malheureusement, on est passé aux céréales complètement raffinées maintenant, mais les céréales complètes, nous pouvons faire nos bouillies avec, et de façon très simple, prendre ces éléments-là qui vont soutenir notre énergie et ne pas trop surcharger. L'eau, c'est indispensable, mais je sais que nous sommes dans une zone sahélienne et il fait très chaud. Et à la rupture, on a envie de boire des grandes quantités, mais c'est pas les grandes quantités qui vont nous réhydrater. En général, quand tu bois 1 litre, ensuite deuxième litre, l'organisme ne gère pas toute cette quantité d'eau. Il va travailler très rapidement à éliminer et il va nous envoyer aux toilettes pour éliminer le surplus. Donc, c'est mieux de boire par petits coups et sur le long terme, des petites quantités modérées, ce qui nous permet de nous réhydrater plus facilement que de boire des litres et des litres du coup. Là, je m'arrête sur un élément très important. Il s'agit des fibres. Les fibres, de façon générale, c'est la partie que notre organisme la partie des aliments que notre organisme ne peut pas digérer. Et ce sont ces éléments-là qui, au niveau de l'intestin, vont rester un certain temps et constituer à la fin la matière fécale. Donc, quand on n'a pas en général de fibres dans son alimentation ou on en a très peu, la conséquence directe, c'est la constipation. Il y a des gens qui disent tout le temps, je suis constipé parce que si on regarde leur alimentation, on va trouver la plupart du temps que c'est des gens qui ne mangent très peu ou bien qui ne mangent pas de fibres. Donc, les fibres, où est-ce qu'on les trouve? On les trouve principalement dans euh, le règne végétal, tout ce qui vient de la terre de façon globale. euh, tout ce qui est fruits, toutes sortes de fruits, que ce soit euh, 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 des fruits, toutes sortes, pour ne pas en citer, on trouve des fibres dedans. Les légumes, de la même manière, les légumes feuilles qui sont vraiment très intéressants, qui
dans le temps, faisait partie de nos habitudes alimentaires, mais je pense que c'est en train de diminuer un peu ces temps-ci. Il est temps qu'on revisite les légumes feuilles avec tout le potentiel qu'ils ont. Nous avons, au-delà des légumes feuilles, nous avons les légumes fruits, des racines aussi qui peuvent être intéressants dans l'alimentation. À côté des légumes, nous avons nos céréales traditionnelles, les céréales de façon globale. Mais il faut que les céréales soient complètes. Parce que ce qui se passe quand on prend la graine, à l'intérieur, on n'a que l'amidon, le sucre. C'est vers l'enveloppe qu'on a un peu de vitamines, un peu de protéines en général et on a le son. Et ça, c'est la partie nutritive des graines. Et ce que nous faisons actuellement, c'est que nous enlevons tout ça. Nous passons, le riz est complètement poli, il est tout blanc. Ça veut dire que on ne mange que du sucre en mangeant le riz aujourd'hui, le riz blanc. Et il est bizarre qu'au Mali, c'est presque impossible d'avoir du riz complet. On n'en a pas sur le marché. Et même le riz un peu étuvé qu'on mange, le là, il est importé. Donc, c'est peut-être nécessaire qu'on regarde aussi un peu de ce côté pour que notre riz puisse être un peu de qualité. Les céréales que nous utilisons, notre mil que nous mettons dans la bouillie, aujourd'hui, il est aussi complètement raffiné et on amène à la machine, on enlève toute la partie nutritive de nous. Les céréales sont intéressantes, mais on a besoin de les manger complètes. Si on est obligé de piler un tout petit peu, on enlève juste un peu, mais pas tout. Ça, c'est un élément très important à prendre en compte et notre santé dépend de ça. À côté des céréales, après les fruits, les légumes, les céréales, nous avons les légumineuses. Les Jara là vont être contents maintenant. On va parler de tout ce qui est haricots, pois, toutes les variétés de légumineuses qui existent sont très, très bénéfiques parce que contiennent beaucoup de fibres et retiennent l'eau au niveau de donc notre tube digestif est vraiment est profitable pour notre organisme. Nous avons les graines, notre soja, on produit le soja, mais ça va beaucoup plus à l'exportation. Je pense qu'il est temps qu'on regarde aussi cet aliment qui est vraiment intéressant. L'arachide, une très bonne chose quand même que nous mangeons régulièrement. Donc, vous voyez, on a fruits, légumes, légumineuses, les céréales et les graines qui viennent tous de la terre et qui apportent énormément de fibres à notre organisme. Qu'est-ce qu'ils vont jouer comme rôle? Ça va ralentir l'absorption du sucre. Par exemple, quand on boit un jus, contrairement à un fruit, quand tu prends le jus, tu le bois, il est sucré et c'est le sucre. Ce sucre est nu, il va arriver directement dans le corps et passer directement dans le sang et créer un pic qui va être géré par tout le mécanisme physiologique qui s'ensuit. Par contre, quand nous mangeons un fruit entier, ce fruit apporte du sucre, suffisamment de sucre. Mais ce sucre-là, il est enveloppé, il est habillé. Et ça va arriver au niveau des intestins et le sucre va se libérer tout de digestion brutale et permettre à notre organisme de continuer à avancer. Ces fibres, de façon générale, vont nourrir notre microbiote. J'entre un peu, je voudrais m'arrêter un peu sur ce qu'on appelle le microbiote. Il s'agit des milliards et des milliards de micro-organismes qui vivent dans nos intestins. Et ces micro-organismes ont la particularité que ils nous aident beaucoup. Ils soutiennent en fait notre vie. Ils vont aider dans notre système immunitaire à lutter contre les infections, à lutter contre les maladies et ils vont aider à sécréter des hormones et autres qui vont dire au cerveau, oui, j'ai suffisamment mangé et qui vont guider pratiquement notre satiété. C'est-à-dire,
les principes de faim et de satiété dépendent un peu de ces micro-organismes-là. Donc, si dans notre alimentation, on a beaucoup de fibres, on les nourrit et ils sont contents, ils nous le rendent aussi en travaillant pour nous et en nous aidant sur le plan et même de l'humeur et de la satiété et nous permettent de vivre de façon optimale avec une énergie stable. Mais si notre microbiote ne reçoit pas l'alimentation, et c'est ce qui arrive maintenant parce que on est passé du végétal pratiquement à l'animal. On mange beaucoup plus de viande, on mange beaucoup plus de produits d'origine animale, viande, poisson et autres. C'est pas dit qu'il ne faut pas en manger, on va voir tout à l'heure, mais c'est des quantités plus importantes et qu'on accompagne de frites. Des pommes de terre frites, vous me direz que bon, j'ai parlé de frites, ça vient, de pommes de terre, ça vient du règne végétal, mais ces pommes de terre sont tellement transformées et frites avec de l'huile et qui va apporter d'autres éléments, le gras et avec des digestions faciles. Et quand à la fin, c'est-à-dire que ces pommes de terre n'ont pratiquement même plus de fibres pour nous parce qu'on a souvent enlevé et la peau et il reste souvent juste la partie amidon qui est dedans. Donc, en résumé, c'est que si on mange moins de fibres, on va ressentir plus la faim et notre énergie va être moins stable et sur le plan santé, on ne se sentira pas très bien. Donc, les fibres sont vraiment, vraiment nos alliés pour l'alimentation, que ce soit pendant le Ramadan et que ce soit hors Ramadan. Il est important que nous regardions ça de près. Un trio sur lequel on ne peut pas passer si on parle d'énergie pendant le Ramadan. Nos intestins, le sommeil et la faim. Je viens de parler du microbiote. Ça, c'est ce qui se passe dans notre ventre, dans nos intestins. Donc, plus de fibres, un microbiote en bonne santé, content, et ça nous fait un organisme épanoui. Mais à côté de ça, on a besoin du sommeil. Le sommeil, je crois que c'est souvent l'élément oublié de la santé et qui est indispensable. C'est pendant ce temps que notre organisme déclenche tout le processus de réparation et tout ce qui va avec. Donc, moins on dort, moins on est en bonne santé, moins on se sent bien. Je suis sûre que chacun de nous a peut-être observé ça. Le jour où tu as une nuit très courte, quand tu te réveilles le matin, tu es capable de dévorer tout. Des aliments que tu ne mangerais pas en temps normal, quand tu te retrouves en train de manger. Parce que le manque de sommeil va augmenter aussi l'appétit et stimuler les hormones de faim. Et quand tu dors bien, c'est plutôt les hormones de satiété qui vont être sécrétées et aider vraiment l'organisme à se maintenir. Donc, le sommeil nous aide à éviter de manger de façon intempestive et de pouvoir même trier souvent ce qu'on mange. Associé aux fibres, on est vraiment euh, bien sur le plan énergie et voilà. L'eau. C'est vrai qu'on est dans une zone chaude, les gens boivent, mais il faut faire vraiment attention à l'eau parce qu'une petite déshydratation peut être la cause de baisse d'énergie, ça va donner des maux de tête et souvent des envies de sucre. Mais boire, comme je l'ai dit, il faut aller doucement, pas des quantités excessives. Mais quand il s'agit de boire, il ne s'agit pas de boire les jus sucrés parce que souvent on a l'impression que bon, c'est liquide, ça gère. Non, parce que quand il y a beaucoup de sucre, ça entraîne d'autres réactions dans l'organisme et, et l'excès de sucre va même entraîner l'effet contraire de réhydratation. Parce que si on a beaucoup plus de sucre, on boit beaucoup plus de boissons sucrées, au lieu que l'eau passe dans nos cellules, c'est le contraire, c'est l'eau de nos cellules qui vont être tirées vers le sang pour diluer ça et le sortir. Donc, les boissons sucrées,
elles peuvent être intéressantes, mais vraiment, attention surtout à la rupture parce que ça peut nous donner l'effet contraire de ce que nous recherchons. Pas l'hydratation, mais l'effet contraire. Donc, comment on doit faire de façon pratique? Là, c'est une proposition qui est là, une règle en tant que telle. Et d'après ce que j'ai vu sur différentes manières de s'alimenter, je pense que cette option semble la plus optimale et ça se rapproche beaucoup plus de nos habitudes alimentaires. Avoir une base d'alimentation, euh, si nous prenons par exemple une assiette, que 75% à l'image de l'assiette que nous avons, soit à base de végétaux, comme on l'a dit. Végétaux, fruits, légumes, les céréales complètes, les légumineuses, les graines dont on a parlé, que ce soit le plat principal. Et je crois que c'est ce que nous faisons de façon générale. Nous avons notre grand plat de riz, ou bien notre grand plat de thon qui est là, qui est la base de façon globale. Ensuite, on peut ajouter en termes de compléments tout le reste. Les produits d'animaux, on peut avoir la viande, on peut avoir le poulet et autres. Les fritures, les boissons, les desserts, il n'est pas dit de ne pas en prendre, mais vraiment en quantité raisonnée, euh, beaucoup moins. Et, désolé, non, je reviens, je finalise. Donc, c'est important d'aller dans ce sens, d'essayer de trouver cet équilibre-là pour pouvoir manger de façon satisfaisante. Euh, Remplir sa satiété, c'est-à-dire qu'il n'est pas dit de rester avec la faim. On peut manger, mais dans une proportion avec un équilibre assez bien établi qui nous permette de vivre et de maintenir notre énergie et de vivre le ramadan de façon vraiment intéressante. Je voudrais, avant de continuer, m'arrêter un peu sur les modes de cuisson. Aujourd'hui, nous aimons beaucoup les fritures et c'est gras, c'est lourd. Et ce qui se passe aussi, c'est que les fritures, surtout ce qu'on achète dehors, c'est préparé de façon à ne pas nous rendre service parce que l'huile est portée à des températures excessives. Et quand on fait de cette manière, l'huile se dénature et devient pratiquement un produit à un niveau donné toxique parce que ça va se transformer. Ceux qui connaissent la chimie et autres peut-être vont me compléter ici. Et ça va entraîner la formation de substances assez toxiques pour notre organisme. Donc, préférez, si possible, la cuisson à l'eau, à la vapeur, comme nos grands-parents le faisaient. Et l'huile, on peut ajouter à la fin. Moi, je me rappelle quand on était petite, on aimait bien manger avec le reste du taux. On mettait de l'huile, mais on met le beurre de karité. Quand le taux est déjà prêt, on met le beurre de karité dessus et on mange. Donc, ça évite un peu cette toxicité de nos manières de préparer. Et en résumé, pour cette alimentation, c'est que essayons de maintenir notre base avec les aliments qui viennent de la terre, très peu transformés dans leur nature, et essayons de les mettre de les manger de la manière la plus complète possible. Et je vois qu'on épluche pratiquement toutes les bonnes parties des légumes qui vont dans la poubelle. On va demander à nos sœurs de regarder ça et aux papas qui sont là aussi d'accepter de manger des graines souvent pas très lisses. En tout cas, c'est pour leur bien. Nos 25% qui accompagnent, nous aimons bien les brochettes, nous aimons bien le poulet, mais à manger avec modération, pas en quantité excessive. Le rythme, il est très important. Il faut prendre le temps de mâcher et il faut donner le temps à l'organisme de dire que j'ai faim. Parce que quand on mange aussi
très rapidement. Souvent, on mange beaucoup sans se rendre compte et on ne laisse pas le temps à l'organisme de dire que ce que j'ai déjà reçu suffit. Donc, euh, c'est important d'aller tout doucement, manger un peu, faire une petite pause et voir comment notre organisme réagit. L'eau reste la priorité. Les jus, même quand on prend nous-mêmes notre orange, on presse, c'est un jus naturel, on boit. Il est beaucoup plus sucré que si il est moins bon pour nous que si nous prenons l'orange, nous mangeons du lait directement avec la pulpe. Donc, ce sucre-là arrive dans notre corps habillé et nous cause moins de dégâts. Donc, rien n'est interdit. Il faut juste un peu plus de mesures et s'arranger pour qu'on puisse aller dans ce sens. Je ne voudrais pas terminer sans parler, en tout cas, du sommeil. Je reviens là-dessus. Le sommeil est super important pour l'énergie et il est important de pouvoir dormir pour récupérer et pour que notre organisme fasse sa réparation. Parce que si cette réparation n'est pas faite, à la longue, ça nous met en mal. On a besoin de 7 à 9 heures de sommeil et pendant le ramadan, ça peut être raccourci, mais trouver le moyen peut-être de compenser. Manger léger pour pouvoir se coucher un peu plus tôt. Et même si on n'a pas le temps requis de sommeil, faisons en sorte que la digestion n'empêche pas notre sommeil. Buvons, oui, mais des petites quantités, pas des grandes quantités aussi qui vont perturber notre sommeil parce que quand on boit beaucoup d'eau, souvent on se réveille la nuit à plusieurs reprises pour aller aux toilettes, ce qui peut réellement nuire au sommeil et on se réveille fatigué au lieu d'être reposé. Le mouvement ne s'arrête pas pendant le ramadan. Ça, c'est un élément très important. C'est pas parce qu'on a jeûné qu'on ne bouge plus. Il faut bouger. On n'est pas obligé de faire des sports d'endurance. On n'est pas obligé de prouver des performances, mais il est indispensable de pouvoir bouger, ne serait-ce que faire des étirements, marcher un peu. Et un autre, l'élément prière aussi, c'est-à-dire prier plusieurs rakas aussi peut être une forme de mouvement parce que ça va permettre aux articulations de bouger et ce qui n'est pas mal du tout pour notre énergie. Nous sommes Saint-Valentin aujourd'hui. On va faire la fête sûrement. 14 février, on va manger, mais les principes pour moi devraient rester les mêmes parce que c'est toujours le même corps, c'est les mêmes énergies. Donc, on mange de telle manière à soutenir le corps et on peut se faire plaisir. On peut se faire plaisir, mais tout en restant dans la mesure et dans l'équilibre. Essayer de voir, bon, je peux manger ça, mais pas des quantités excessives. Voilà. Et le carême aussi commence très bientôt. Je crois que ça va être aussi le 18, en même temps que le ramadan. Le principe reste le même, hein. On a le même corps. On arrête de manger, l'organisme réagit, essaie de s'adapter, mais essayons de maintenir cette adaptation au-delà de l'arrêt du jeûne. C'est-à-dire que quand on arrête de jeûner, ne prenons pas ce moment comme un moment de compensation. On a tenu toute la journée, il faut qu'on prenne notre revanche sur la nourriture et c'est ça qui va nous fatiguer. Donc, nous avons les excès, l'organisme ne les tolère pas. Nous avons besoin de plus d'eau, nous avons besoin toujours de dormir, d'avoir nos fibres et quel que soit la tradition religieuse qu'on a, les principes restent les mêmes et c'est ce qui va nous permettre de respecter notre nutrition zen. Le ramadan commence par une décision. Pourquoi ne pas commencer dès maintenant? Pourquoi attendre le 18 déjà pour commencer le ramadan? La petite histoire que je vais vous raconter, c'est que moi, ça fait déjà 3 ans que je me prépare pratiquement un mois avant le ramadan. Parce que avant ça, j'ai dû interrompre mon jeûne les premiers jours de Ramadan, sinon j'allais mourir. J'étais carrément addict au café. Je prenais 3 à 4
café par jour. Et il m'est arrivé 2 années successives de commencer le ramadan sans préparation. Premier jour, je me jette dedans. Et à 15 h, 16 h, rien à faire. C'est-à-dire, c'est comme si le monde tombe sur ta tête. Et c'est comme si les drogués qu'on voit à la télé, euh, on ne peut pas. Donc, j'ai dû arrêter. Et ça fait que depuis 2 ans, 3 ans maintenant, avant le ramadan, on prend le temps de diminuer le café, de diminuer le thé. Et le jour du ramadan, ça trouve que tu n'as même plus besoin de ce café-là et tu peux te Ah, passer. des fois, Donc, mhm. c'est commencer Une dès formation, maintenant et c'est avancer très très important. discrètement, doucement La et gestion être de prêt projet. quand on arrive. Je crois que là, nous terminons un peu la présentation. Avant de finir, je voulais juste présenter l'ADON. L'ADON, mon homonyme l'a présenté à Vivatou. C'est un mouvement que nous sommes en train de mettre en place pour vraiment revenir à l'essentiel, pour euh, prendre la main sur notre santé. Aujourd'hui, notre santé nous échappe. Et il a été démontré aujourd'hui que il y a 80% des pathologies auxquelles nous faisons face en termes d'hypertension, de diabète, les cancers, dans 40% des cas, sont évitables par notre comportement, notre mode de vie, notre alimentation, notre manière de bouger, comment nous gérons le stress et comment nous vivons nos relations ont des effets exponentielle sur notre santé aujourd'hui. Donc, l'ADON travaille dans ce sens et essaie d'accompagner dans la mesure du possible pour aider chacun à vivre le mieux euh, et en pleine santé. Pour prolonger l'élan, j'ai un petit guide que nous allons mettre à votre disposition après, que vous pouvez télécharger pour continuer et vivre le Ramadan et aller en profondeur de ce que nous avons dit. Parce qu'ici, on a parlé beaucoup plus de l'alimentation, mais là-bas, on va parler d'autres éléments qui rentrent en compte là-bas. Et ça va nous permettre de comprendre, d'ajuster ainsi de suite. Ce livret, il va être mis à disposition. Nous allons vous partager aussi euh, là où nous publions. On a une chaîne WhatsApp, on a des pages Facebook où nous publions un certain nombre de choses qui peuvent être vraiment intéressantes pour vivre et vivre en santé. L'équilibre, revenir à l'équilibre, c'est vraiment avancer avec sagesse. Sur ce, je vous remercie vraiment pour l'écoute, pour vous être présenté à cet entretien aujourd'hui. Et merci à Rayonnée d'avoir pris l'initiative d'organiser cette activité. Et nous pensons que ça va être un début et nous restons disponibles pour vraiment accompagner dans la mesure du possible pour vivre non seulement un Ramadan zen, mais pour vivre réellement en santé. Merci beaucoup. On est ensemble et je passe la parole à mon homonyme, Abibatou, pour gérer des questions. À vous. Merci. Merci Abiba, merci Docteur Abiba pour cette belle présentation sur la nutrition zen pendant le Ramadan, ou bien pendant la période de jeûne. Comme on dit, selon Abiba, le jeûne en soi n'est pas un problème. Et en plus de ça, elle a donné les vertus pour le jeûne. Clarté mentale, énergie plus stable. Et en plus de ça, meilleure écoute de son corps. Vous avez 3 bonnes raisons de jeûner. Même si vous ne pouvez pas jeûner, donnez ces conseils aux gens qui vont jeûner le mois de Ramadan et le carême chrétien. Merci Abiba encore une fois pour cette belle présentation. Chers participants, vous pouvez lever la main pour vos questions. Mais tout d'abord, il y a une première question qui a été envoyée au niveau du chat que je vais lire, qui a été posée par Cheikh Fantamadi. Cheikh Fantamadi veut savoir ce que nous pouvons manger comme nourriture pendant le mois de Ramadan. Abiba, Oui. tu peux répondre à cette première question. Oh oui. Qu'est-ce que nous pouvons manger pendant le Ramadan
pour ne pas trop sentir la soif et la Voilà, pour faim. ne pas trop la faim plutôt. Oui. Très bien. Je pense que on a un peu parlé un peu de ça. On mange en fait, l'organisme lui-même prend le dessus. C'est-à-dire que on peut avoir un peu faim, mais l'organisme va gérer, il va s'auto-gérer et il va faire en sorte que les besoins fondamentaux, surtout de faim, qui sont des besoins en énergie, vont être comblés par les réserves que nous avons. OK? Maintenant, la soif, ça c'est autre chose parce que euh, dans des milieux où il fait excessivement chaud, la soif va être un élément fondamental qui est là. Mais ce qu'on peut faire, c'est de manger des aliments qui ne permettent pas, qui retiennent l'eau. Par exemple, quand nous mangeons les fibres, au niveau de notre intestin, ces fibres vont retenir l'eau pendant un certain temps. Et ça peut un peu alléger notre sensation de soif. Et dans nos pays, il faut peut-être à un moment donné, quand on a 45, 50 degrés, peut-être juste éviter de sortir. Le moins possible, si on n'est pas obligé, en tout cas, se mettre un peu à l'ombre pour ne pas ajouter des effets supplémentaires sur notre déshydratation. Mais l'organisme lui-même s'autogère. Et nous avons aussi peut-être une partie psychologique, spirituelle aussi, qui devrait rentrer en jeu pour gérer cette sensation de faim et de soif. Vouloir coûte que coûte les faire disparaître d'un seul coup, je sais pas. Peut-être que dans le groupe, certains peuvent ajouter, mais le fait déjà euh, de laisser l'organisme gérer, il va y arriver. Quand on commence à un niveau donné, la sensation de faim va diminuer. Quand on ne perturbe pas l'organisme, surtout le soir. C'est-à-dire que le fait de manger des grandes quantités le soir, c'est comme si on faisait un reset à chaque fois. C'est comme si on reprenait chaque fois. Si on jeûne toute la journée, le soir, on mange, on a les fibres, on se réhydrate et l'organisme prend le rythme et le gère lui-même. Et la sensation de faim à la langue tend à diminuer et peut-être ça va apparaître un petit moment. Et en ce moment, prenez le temps de respirer, calmer les nerfs et ça finit par passer. Mm. La soif, ça c'est autre chose. Il faut trouver les moyens. Si on a un climatiseur à des heures chaudes, on peut peut-être rester là et essayer d'attacher sa soif. Voilà ce que je peux dire par rapport à ça. D'accord. Merci. Et l'effet recherché du jeûne aussi, ce n'est pas complètement faire disparaître ces sensations qui doivent en quelque sorte aussi nous aider à un point donné. Je pense que sur le plan spirituel, je ne veux pas rentrer trop dans ça, mais je pense que vécu comme un peu de test des moyens de se surpasser un tout petit peu. Oui, à vous. Merci, Abiba. Je donne la parole à Léré pour qu'il pose sa Mm. question. Léré, Bonjour, oui. bonsoir à toutes les bibas. Et Bonsoir. Bonsoir. je vois que vous faites honneur à ce prénom, l'une comme l'autre. Je Oui. vais, je vais poser une question qui me taraude depuis un certain temps. Souvent, j'entends dire que les dates sont très nutritives, qu'il ne faut pas en manger beaucoup. Certains parlent de 3 ou 4 par jour. Personnellement, à chacun de mes voyages, le premier des amuse-gueules que je paye, moi, c'est les dates. Donc, je suis forcément du club qui en mange plus de 3 par jour. Que pouvez-vous dire par rapport justement donc à la consommation de dates que vous aviez un peu abordé lors de votre présentation? Ok. Merci beaucoup et merci pour les Habiba. Les dates sont des fruits
très intéressant, c'est vraiment bien. Et ça apporte du sucre et ça apporte beaucoup de micronutriments. Nous avons du potassium et plein d'autres micronutriments dedans qui sont très bénéfiques pour l'organisme. Mais ça reste toujours du sucre, en fait. Quand on mange des quantités importantes, on a toujours du sucre à un niveau donné qui va passer dans l'organisme. Et c'est juste la raison pour laquelle il ne faut pas en abuser. On peut manger une 3 dates, je pense que ça c'est beaucoup plus traditionnel, vécu un peu calqué sur les habitudes euh, islamiques. Je sais pas si je sais jusqu'à quel niveau, mais c'est juste des traditions. Mais les dates sont très nutritives et ce qui peut limiter leur utilisation, c'est la quantité de sucre quand même qui est dedans. Et le sucre reste du sucre et ce sucre va exciter, mettre en marche tout le mécanisme d'insuline, va susciter la sécrétion d'insuline en quantité et qui va être obligé d'aller gérer cet afflux de sucre dans notre sang. Et bien vrai qu'il soit enveloppé à un moment donné, c'est beaucoup de sucre. Donc c'est sur ce plan qu'il faut juste regarder, je crois. À vous. Ok, D'accord, merci merci. beaucoup. Je ne Merci. culpabiliserai plus. Ok, merci pour la question, Léry. Euh, Abiba, Oui, voilà, j'ai d'autres questions dans le chat. D'abord, il y a cette oui. question. Quel conseil nutritionnel que vous pouvez donner à une personne qui a, qui a quoi? Gastrique chronique Une pour gastrique avoir chronique. une gastrique chronique pour avoir une alimentation zen? Cette question a été posée par Moumoun Suleiman Koulibaly. OK. Merci beaucoup. Euh, les gastrites, j'ai un peu parlé un peu des reflux et des gastrites. Les gastrites, c'est en général l'irritation de l'estomac qui peut être souvent juste due à notre alimentation et qui souvent peut être de cause infectieuse. Parce que là, aujourd'hui, on a vu qu'il y a des micro-organismes, des hélicobactères, qui peuvent être responsables d'une infection qui peut entraîner des problèmes gastriques. Donc, il faut vérifier d'abord que vous ne souffrez pas de cette infection. Si c'est le cas, le faire traiter. Donc, cette consultation peut être nécessaire pour ça. Mais de façon générale, pour s'alimenter, la plupart du temps, ce qu'on voit au Mali et que les gens disent c'est gastrite, c'est estomac bénin, estomac bénin. La plupart du temps, c'est des reflux gastro-œsophagiens. C'est-à-dire, c'est le contenu gastrique qui fait irruption dans notre œsophage. Et quand il est acide, il va entraîner des petites irritations ou plaies et qui font des brûlures et ça peut faire réellement mal. Donc, euh, ce qui est possible à ce niveau, c'est de revoir réellement son temps d'alimentation. Et j'ai vu des exemples, peut-être que je suis aussi un des exemples que je vais partager avec vous. Ça, j'ai vécu pendant longtemps comme beaucoup de Maliens avec des médicaments dans mon sac pour prendre contre les problèmes gastriques. Mais le seul fait de changer les horaires d'alimentation, c'est-à-dire manger plus tôt, parce que manger et se coucher tout de suite fait que c'est comme si un sac, quand tu remplis un sac, tu le mets, au lieu de le tenir dans la position verticale pour maintenir le poids vers le bas et que tu le poses à plat, le contenu va vers là-haut. Et ça entraîne ce reflux-là que beaucoup de Maliens vivent parce que dans nos habitudes, on finit de manger à midi, on va se coucher pour faire la sieste. La nuit, en général, on finit de manger, on va se coucher. Et déjà, le fait
de manger 2 à 3 heures, 3 heures c'est l'idéal avant de se coucher, peut réduire considérablement ce reflux et diminuer ces douleurs. La deuxième chose, c'est manger beaucoup plus des aliments qui n'irritent pas l'estomac, par exemple. Et nos fibres peuvent réellement contribuer dans ce sens-là. Voilà, je crois que c'est surtout ça. Manger surtout les fibres, éviter les aliments qui peuvent irriter, tout ce qui est des gras qui sont difficiles à digérer, l'huile de friture qui va rester pendant longtemps et dans les marmites, et manger cette huile avec une alimentation devient presque très lourd et très toxique à digérer. Donc, manger moins lourd, adopter des positions qui peuvent être favorables pour ne pas permettre le retour de l'aliment dans l'œsophage et ne pas oublier de faire une consultation aussi pour voir si vous n'avez pas une infection à Helicobacter pylori qui doit être obligatoirement pris en compte et traité. À vous. Merci, Abiba. Il y a une autre question qui a été posée par Bourama Mama Koulibaly. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à la bouillie après la rupture de jeûne? Je ne sais pas si c'est bouillie de mil, bouillie de riz, bon, même si c'est la bouillie. Oui, la bouillie, elle est très bien. C'est un élément de nos traditions qui est censé apporter, si on prépare traditionnellement, bien sûr, parce que la bouillie actuelle peut poser des problèmes. La bouillie peut apporter de l'eau, une certaine réhydratation parce que c'est liquide et on a des nutriments en principe dedans. Si on a une céréale complète, on peut avoir des fibres, on peut avoir le sucre qui vient avec les céréales et peut-être un peu d'éléments si on n'a pas tout poli. Et dans la cuisson normale, nous avons des éléments intéressants qui arrivent avec les citrons. Il y en a qui mettent la poudre de baobab qui est vraiment très bien dans la bouillie. Ce qui apporte en plus des fibres et beaucoup de vitamines. Ce qui se passe, c'est toujours au niveau de la cuisson. C'est-à-dire que si la farine est complètement raffinée, polie, blanchie complètement, donc on n'a que du sucre. Et on va faire cette bouillie, on va ajouter encore du sucre. Vous voyez? Et c'est tout ce qu'on ajoute comme citron, tamarin et autres, on les met souvent très tôt et c'est tellement cuit longtemps que finalement cette bouillie revient à boire que du sucre. C'est ça un peu la complexité de la chose. Donc, on a réellement besoin de revoir dans la maison comment préparer cette bouillie. Sinon, en elle-même, elle est intéressante et on peut même l'enrichir si c'est toléré avec un peu de lait, de yaourt, pourquoi pas, si la personne tolère, parce qu'il y a des personnes qui n'arrivent pas aussi à boire le lait, qui sont intolérants. Donc, voilà ce qu'il y en est de la bouillie. Elle est bien si elle est préparée dans nos conditions traditionnelles, mais actuellement, elle est carrément aussi une base de sucre. Sucre sur sucre. D'accord, Oui. merci, Abiba. Il y a une autre question aussi de Bourama. Doit-on beaucoup manger après la rupture ou bien doit-on manger davantage avant de commencer le jeûne vers 5 heures, vers 5 heures du matin? Oh, ça va être une adaptation un peu personnelle. Nous avons des habitudes, nos corps réagissent aussi un peu différemment. Il y a des gens qui supportent de manger le soir, qui préfèrent manger le soir se coucher et ne pas manger du tout le matin. Il y a des gens qui ne prennent pas le repas du secours là. Ils se lèvent juste pour boire de l'eau sans manger et ça peut être même très intéressant, très profitable. Et ça, moi, je l'ai expérimenté depuis 2 ans maintenant et je trouve que mes ramadans sont
peut-être 10 fois meilleur maintenant que c'était le cas quand je me réveillais pour manger. Donc, ça dépend de chaque organisme. Si la personne supporte de manger le matin et continuer la journée, c'est parfait. Et si c'est le soir que la personne peut manger, ça va être une adaptation un peu euh, selon le contexte familial, selon l'état de santé, selon les goûts de chacun. Et c'est ça aussi la particularité du Ramadan et du jeûne. Il faut écouter son corps, essayer d'écouter son corps. Si son corps euh, préfère manger le matin, donc essayer de manger le matin. Maintenant, en mangeant le matin aussi, il faut peut-être pas aller vers les fritures qui sont lourds à digérer et des aliments peut-être trop salés aussi qui vont accentuer la soif. Ok? Manger des aliments, comme on a dit, dans notre optique, beaucoup plus de fibres qui vont nous aider et des fruits qui vont accompagner ce processus-là. À vous. Ok, merci Habiba. Il y a Fatoumata Coulibaly qui a laissé des messages, mais je vais juste lire sa question. Elle dit, pour votre appréciation concernant le baobab, pendant le ramadan, il y a certains qui disent que le baobab cause la constipation. En plus, il y a une deuxième question aussi pour Fatoumata. Qu'est-ce que les diabétiques, de façon générale, peuvent, de façon générale, peuvent Peuvent gêner? jeûner. Voilà, si oui, quel conseil? Mhm. Je vais peut-être commencer par les diabétiques. On a vu que le jeûne améliore, en réalité, le jeûne améliore le fonctionnement de l'insuline et entraîne des repos. Et la science aujourd'hui a démontré que le jeûne peut réellement améliorer le diabète. Et on a dans la charge du diabète aujourd'hui, le jeûne intermittent devient de plus en plus à, un élément important. Cependant, chaque diabétique devrait d'abord consulter son médecin pour voir à quel niveau son diabète, jusqu'à quel niveau son diabète est équilibré et tenir compte des autres peut-être pathologies ou autres qu'il y a et les conditions dans lesquelles cette personne se trouve avant de jeûner. Et peut-être qu'il y a lieu de réorganiser la prise de médicaments en fonction. Mais les diabétiques, de façon générale, aujourd'hui, j'en connais beaucoup. J'en connais certains même qui sont sous insuline, qui jeûnent sans souci. Mais il faut discuter avec son médecin traitant pour avoir les conseils appropriés. Maintenant, le baobab, la poudre de baobab qui cause la constipation. La poudre de baobab contient beaucoup de fibres et ne devrait pas, en principe, être responsable de cette constipation. Mais je sais quand même aussi que peut-être qu'il faut que j'aille étudier en profondeur ce côté. C'est que traditionnellement, nos mamans donnaient la poudre de baobab en cas de diarrhée. Peut-être c'est pas forcément l'effet. J'ai besoin d'approfondir ce côté. Je n'ai pas la réponse tout de suite, mais on va regarder. Je pense que nous allons vous revenir par rapport à ça. Mais en principe, ça ne devrait pas constiper en temps normal. Ça doit avoir des vertus spécifiques qui peuvent arrêter la diarrhée. Nous allons revenir sur ces éléments après. Oui, merci. D'accord, merci. Il y a Mohamed Singari de la maison Russe au Mali. Il a cette question. Mm. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ceux qui commencent le jeûne souvent sans manger? Je pense que... Ok, je dis... Oui, là, je crois on a déjà un peu parlé de ça. On n'est pas obligé de Oui, manger le matin. oui. Boire, il faut juste se réhydrater le matin et boire. Mhm. Et ça, souvent, c'est même plus intéressant parce que ça permet de rallonger. En fait, aujourd'hui, la science a démontré que le jeûne jusqu'à 16 heures euh, a
apporte des bénéfices et au-delà de 16 heures, les bénéfices sont encore beaucoup plus élevés pour notre organisme. Maintenant, si nous prenons le temps de jeûne normal que nous faisons, on n'a pas 16 heures de jeûne à la journée. On a tout au plus 12, 13. Si on commence à 5 heures du matin, on va rompre peut-être vers 18 heures, 19 heures. Donc, on a tout au plus 14 heures de jeûne. Donc, on ne bénéficie pas forcément de tous les bienfaits aujourd'hui décrits par rapport au jeûne. Le fait de ne pas manger le matin rallonge un peu notre jeûne autour des 20 heures, 18 heures, 20 heures, et ce qui devient beaucoup plus bénéfique parce qu'en ce moment, euh, le, le sucre au niveau de notre foie a été utilisé et l'organisme rentre dans un processus d'utilisation de la graisse et d'utilisation. L'organisme en ce moment va commencer même à traquer les cellules défectueuses, les maladies et les autres problèmes dans notre corps et commencer à les soigner. Donc, le jeûne qui est fait dans les centres de traitement aujourd'hui va bien au-delà. Souvent, c'est des jeûnes de 72 heures ou plus. Il y en a qui vont même au-delà de ça. Et ça permet une réparation. L'organisme se répare en quelque sorte. Et à un certain niveau, il y a des cellules jeunes qui apparaissent et qui permettent vraiment au corps de se rénover pratiquement. Donc, ne pas manger le matin, si on le supporte, il n'y a aucun souci. Il faut juste peut-être se réhydrater quand on se réveille. Et voilà, à vous. D'accord. Merci, Abiba, pour ces réponses. Il y a la main de Léré aussi. Léré, Oui, merci euh, de... oui, c'est encore moi, désolé, hein. Le système digestif, c'est le système le plus sensible de mon organisme, donc c'est un sujet qui tombe à point nommé. Ma, ma question aujourd'hui va concerner peut-être de savoir est-ce qu'il y a un danger à être confronté à une certaine combinaison d'aliments. Je m'explique. Euh, J'ai pratiquement arrêté de manger des pommes pendant un certain temps et j'avais remarqué que en les mangeant le soir, j'avais souvent une indigestion. La semaine dernière, j'en ai racheté et j'ai décidé d'en manger plus tôt, vers 16 heures. Et je n'ai pas fait de sieste ensuite. Mais 3 heures plus tard, j'ai commencé à avoir des reflux gastriques sous forme de RO. Et comme je vous dis, c'est des soucis dont je souffre depuis l'enfance. Donc, j'ai reconnu, disons, l'odeur de ce RO-là comme un signe d'indigestion. Et je n'ai rien mangé jusqu'à ce que cette sensation parte le lendemain. Donc, en échangeant avec mes proches, ils m'ont dit peut-être que c'était parce que vers midi, j'avais mangé quelque chose de très gras. Alors, j'aimerais savoir si il y a effectivement un rapport entre la combinaison d'aliments dans certaines circonstances, ou bien est-ce que certains d'entre nous avons des sensibilités naturelles à des aliments plus que d'autres? Voilà ma question. Les deux peuvent exister, c'est-à-dire que des sensibilités naturelles, il y a des gens qui réagissent à certains aliments, d'autres pas du tout, et vice-versa. Euh, ça peut être une réalité. Maintenant, les pommes, je ne saurais dire si c'est réellement les pommes, mais le fait de manger gras et lourd avant peut avoir une conséquence sur la digestion des pommes parce que notre organisme, il va digérer par couche. Oui. Si à midi, vous avez mangé un riz bien gras avec beaucoup de viande et avec beaucoup de gras comme on le sait, et que ce riz-là n'avait pas été complètement digéré, ce qui se passe, vous allez manger des pommes dont le temps de digestion est beaucoup plus court et le temps de changement dans l'organisme est beaucoup plus court que ce riz qui est en bas. Donc, le temps que ce soit digéré et que ça passe, ça entraîne tout simplement une putréfaction, ça se décompose au niveau des couches supérieures de l'estomac et c'est ce qui va dégager ces odeurs et autres.
Donc oui, c'est mieux de manger ce qui se digère plus rapidement et ça, c'est important au moment de la rupture. C'est pourquoi à à la rupture, quand on a pris peut-être quelques dates, on a bu de l'eau, on est allé prier, quand on revient, donnons la priorité peut-être aux fruits, aux légumes, hein. Tu vois, si on a une salade, une soupe, par exemple, qui vont être digérés plus rapidement. Au lieu de manger des beignets bien gras et assez lourds ou le michissé qui est à la mode, je sais que beaucoup de gens mangent michissé avec les beignets. Ça, c'est hyper lourd, par exemple. Ça va prendre du temps pour être digéré. Et l'organisme, tu vois, le ventre va être rempli, on va se sentir lourd, mais notre corps n'a pas les nutriments dont il a réellement besoin. Parce que si on prend ce là c'est beaucoup de gélatine, c'est beaucoup de gras, c'est des beignets qui sont là qui ne contiennent pratiquement plus de fibres parce qu'on a fait le riz et le mil complètement raffinés et c'est du gras. Donc, ça, c'est des choses que nous aimons manger, mais qui en réalité ne nous apportent pas grand-chose. Donc, c'est vraiment important d'aller vers le plus digeste. Et si on a vraiment envie de manger ce qui est lourd et ce qui est machin, on le prend en petite quantité, mais après avoir laissé passer. Oui, j'espère avoir répondu à la question, Léré. Merci, très bonne réponse. Ça, Mhm. ça m'a appris beaucoup. Merci beaucoup. Ok, Merci. merci. Abiba, il y a une question de Doumbia. Est-ce qu'on peut remplacer Mhm. le sucre par le miel dans nos thés? Oh, bon, le miel est très intéressant. C'est-à-dire le sucre blanc, c'est un produit purement chimique, hein, parce que il y a rien dedans. Ce n'est que du sucre. C'est du glucose qui va rentrer directement dans le sang sans apporter un plus. Et avec le risque aussi que avec la transformation, le raffinage de ce sucre-là, il y a eu des produits chimiques qui se sont ajoutés. Donc, il n'est pas du tout bénéfique pour nous, le sucre. Contrairement au miel qui va nous apporter des matières organiques et un effet sûrement protecteur, ok? Mais ça reste toujours du sucre. C'est-à-dire quand on en prend des quantités importantes, ça va se transformer. C'est comme les dattes. Il y a des bienfaits par rapport au sucre, mais ça va se changer en sucre. Ça va entraîner les mêmes réactions d'insuline hein, qui va devoir répondre, qui va devoir gérer ce sucre-là. Oui, on peut peut-être mettre un peu, mais pas des grandes quantités. Et l'idéal, ce serait de boire son thé nature. Et quand on apprend à goûter, à essayer les goûts nature, c'est très bien parce que notre organisme apprend très vite et s'adapte. Le premier jour, quand tu vas prendre ton thé sans sucre, il y aura des grimaces et tout, mais le deuxième jour, ça va passer un peu mieux. Et puis le thé, on n'est pas obligé de le faire très fort comme on a l'habitude de le faire. On peut le faire un peu plus léger et il va être plus facile à boire avec moins de sucre. Et en ajoutant aussi la menthe, ça peut bien aromatiser. Oui pour le miel, mais pas en quantité excessive parce que ça reste du sucre. Oui, bravo. D'accord. Merci, Abibata, pour ces réponses. Est-ce qu'il y a encore des questions? Parce que je vois plus d'autres questions. Ah, ok. Attends, il y a... Je regarde. Non, je vois plus d'autres questions dans le chat. Est-ce que vous avez d'autres questions ou des contributions? Ok, nous vous enverrons le document après. Quelqu'un a dit, est-ce que le lien pour son livret? Oui, vous aurez le lien après. Voilà. Y a-t-il des questions ou des contributions?
Habib, Oui, Malé? euh, je vais peut-être contribuer un peu. Déjà, c'est une très bonne formation. On a reçu les éléments essentiels. Je voulais revenir sur le pain de singe. Moi, personnellement, je consomme chaque jour le matin du pain de singe. Je n'ai jamais de constipation, jamais. Hmm? Je vais au sel 3 ou 4 fois dans la journée, ce qui est une très bonne chose, quoi, parce que c'est ça. Après chaque repas, on doit aller au sel. Donc, je pense que peut-être il y a autre chose, comme Abiba l'a dit, qui pourrait justifier que ce soit bon pour la diarrhée, mais ça m'étonnerait que ça donne de la constipation. Moi, personnellement, toi-même, tu en sais quelque chose. Oui. En rentrant au Sénégal, je compte aussi en ramener toujours. Je consomme chaque jour du pain de singe en poudre, au moins 3 à 4 cuillères à soupe, mais je n'ai jamais de constipation. Au contraire, ça fait que je vais plus facilement au sel. Abiba a parlé aussi des modes de cuisson. Le mode de cuisson le plus approprié, comme elle l'a dit, c'est la cuisson à la vapeur, qui permet de garder les caractéristiques des aliments, etc. Ça aussi, c'est important. Elle a beaucoup parlé des céréales complètes. Ça, c'est important également. Peut-être ça aurait été bon qu'elle donne des exemples de qu'est-ce qu'on peut appeler dans notre environnement quotidien céréales complètes. Où est-ce qu'on peut l'avoir? C'est quoi exactement? Comment on peut l'avoir? Et comment on peut faire pour éviter les céréales raffinées? Je voudrais aussi parler des huiles. Les huiles que nous consommons, en général, sont des huiles raffinées. Et les huiles raffinées ne sont plus des huiles. Elles n'ont d'huile que le nom parce qu'elles sont tellement transformées que pour éviter qu'elles rancissent, on doit y ajouter de la vitamine D. Il y a également beaucoup d'huiles que nous consommons qui sont impropres à la cuisson, comme l'huile de soja, comme l'huile de tournesol, sont des huiles qu'on ne doit pas cuisiner et c'est ce que nous cuisinons de façon générale. Les huiles qu'on doit privilégier pour la cuisson, c'est l'huile d'olive, l'huile d'arachide non raffinée, donc extrait à froid. Et pour la cuisson, il y a 2 autres huiles qu'on peut utiliser, comme l'huile de palme et l'huile de coco, mais ces 2 huiles sont très riches en acides gras saturés. C'est vraiment, il faut les utiliser de façon euh, le moins possible, mais les meilleures huiles pour la cuisson, c'est l'huile d'olive, première pression à froid, et l'huile d'arachide raffinée. L'huile de tournesol, l'huile de soja sont des huiles qui sont riches en acides gras polyinsaturés, donc instables et impropres à la cuisson. C'est ça que je voulais ajouter. Merci. Merci, Malé, pour ces contributions. Merci infiniment. Nous avons quelques questions de Aliou Daouda Kamisoro. À quel moment, après la rupture, peut-on faire une petite sieste de sport comme la marche? Abiba? Abiba? Oui, oui, je suis là, j'avais mis un peu un minute. Oui, Oui. à quel moment on peut faire la sieste ou bien la marche? Voilà, ou le sport Les- comme la marche, oui. la sieste aussi, le soir, avant d'aller se coucher, après la rupture. Je Je n'ai pas reprends la bien question. compris, si tu peux Oui, préciser, je reprends la question. À s'il te quel plaît. moment, après la Mhm. rupture, peut-on faire une petite sieste de sport comme la marche? Bon, c'est comme ça que... Ou bien, Aliou, je peux te donner... Séance alors. Oui, Peut-être séance de sport. séance de... Attends. Ah oui, c'est une petite séance de sport, oui, j'avais pas bien vu.
Ok. Bon, c'est-à-dire que ça c'est quand on fait le sport pour les sportifs, il y en a qui n'arrêtent pas, hein. C'est-à-dire après la rupture de juin, les grands sportifs en général font euh, continuent leur entraînement. Maintenant, pour la marche, oui, on peut le faire à n'importe quel moment. Surtout après avoir mangé. Quand vous mangez, l'idéal, et ça c'est même conseillé d'ailleurs après le repas et après chaque repas, de se lever et de marcher quelques minutes. Et ça permet à la digestion ça facilite la digestion, ça facilite aussi l'utilisation du sucre. C'est-à-dire que ça augmente la sensibilité de nos cellules à l'insuline qui va permettre à tout ce sucre qui se déverse dans notre circulation de passer dans nos cellules. Donc, après le repas, oui. C'est-à-dire quand on a fini la rupture, on a prié, on a peut-être mangé un peu entre les deux prières, on peut marcher ou soit après la grande prière, pourquoi pas. Et ça peut s'adapter, chacun peut l'adapter à, à ses capacités, à son âge et à sa personne. Parce que nous avons quand même quelques spécificités qui font que, bon, souvent, on préfère faire telle chose à tel moment. Mais après le repas, c'est très bien. Maintenant, je voudrais juste un peu revenir. Merci beaucoup, Malé, hein, pour les commentaires qui renforcent vraiment ce qu'on a dit. Et merci pour le point par rapport au baobab. On va continuer un peu les recherches par rapport à ça et nous allons vous revenir dans le groupe avec des informations complémentaires. Pour ce qui concerne les céréales complètes, nous avons traditionnellement nos céréales, on les utilise. On ne les décortiquait pas beaucoup, c'est-à-dire on va un peu piler pour pouvoir faciliter la cuisson et autres. Mais c'est maintenant, avec l'arrivée des machines et autres, on décortique complètement le mil qui est utilisé, le maïs, on enlève toute cette partie enveloppe-là et on n'utilise que la partie centrale qui n'est que de l'amidon. Donc, je pense que c'est à nous maintenant de commencer à changer parce qu'il faut que nous commencions à consommer dans nos familles avant de pouvoir demander aux commerçants et à la société de revoir. Donc, si la demande se fait sentir de plus en plus, et le marché va être obligé de réagir. Nous pouvons aussi intervenir dans nos associations et autres de consommation pour faire prendre conscience aux gens que nos maladies actuellement, là, c'est-à-dire que nos diabètes et autres ont aussi euh, une part. Le fait de manger le riz blanc et de raffiner complètement nos céréales euh, ont une responsabilité, une part une grande importante dans les pathologies que nous vivons aujourd'hui. Donc, je pense que c'est une prise de conscience globale qu'il faut dans ce sens et commencer déjà chacun à son niveau et ensuite aller vers les producteurs, aller vers le gouvernement pour qu'on puisse changer certaines choses et mettre à disposition ces éléments. Et je reviens encore sur le riz malouche ou le riz, comment on dit, le riz étuvé. On n'a pas le riz étuvé au Mali. Le Mali produit du riz étuvé, mais tu trouves le riz étuvé du Mali, tu n'en as pas. C'est quelques personnes, ou bien quand tu demandes spécialement que tu vas avoir. Mais dans le commerce, quand tu vas dans les grands marchés, là, c'est le riz étuvé qui vient de loin, d'ailleurs. Donc, en quelque sorte, tu ne peux pas acheter ton riz étuvé au marché comme tu le fais. Donc, ça, c'est une prise de conscience qu'il faut faire et il faut travailler dans ce sens. Merci. Merci, Abiba. On a une dernière question parce qu'on a largement dépassé le temps. Voilà. Cette dernière question vient de Kantao Fatoumata. Euh, je lis. Mon souci est que
je ne perds pas de poids durant le mois de Ramadan, alors que je jeûne durant toute la période. Si vous pouvez m'expliquer le pourquoi. Bon, là, je pense que si la personne a un peu suivi, c'est ce qu'on fait après. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on mange après la rupture? Parce que quand on jeûne normalement, l'organisme va s'adapter, essayer d'utiliser les réserves. Mais si à la rupture, on prend euh, des quantités assez importantes de sucre, les réserves vont se refaire. Des quantités assez importantes de sucre. Ce qui a fait réellement grossir, c'est nous avons le sucre, nous avons tout ce qui est gras, et on oublie souvent un peu les protéines et autres qui vont, c'est vrai, constituer la masse musculaire, mais c'est aussi du poids. Donc, quand on augmente son alimentation pendant le ramadan et surtout le soir, on va manger des quantités importantes et aller se coucher. Il n'y a pas de dépenses énergétiques après. Donc, c'est sûr que l'organisme, tu vois, cette grosse usine qui s'est déclenchée pour digérer tout ça, va les prendre et les stocker parce que il n'a pas besoin de les utiliser maintenant. Donc, ça va les stocker et c'est ce poids-là qu'on on porte après le ramadan. Donc, essayer de réduire ce qu'on mange et voir la qualité. Manger beaucoup plus de légumes qui donnent, on peut manger des grands volumes et qui n'ont pas de valeur calorique élevée et qui ne font pas grossir. Je vois une question par rapport à nos jus naturels, bissap, gingembre, moringa. C'est très bon pour la santé, oui, ça c'est une suggestion, c'est très bien. À condition aussi de ne pas les transformer en sucre complètement. Il est important que nous essayons d'utiliser le goût naturel et peut-être faire les jus un peu plus légers. On fait les jus souvent très épais, très concentrés, et on a du mal à boire parce que le goût n'est pas agréable. Mais si on allège un tout petit peu, et ça peut permettre d'apporter un peu plus d'eau, ça apporte le goût et ça apporte les nutriments sans ce surplus de sucre ajouté. Il y a un autre point par rapport à la séance de sport avant la rupture. Ça n'a pas de conséquences, ça dépend de l'énergie que vous avez. C'est-à-dire que si vous vous sentez capable de faire votre sport dans la journée et que ça ne vous crée pas de déshydratation, pourquoi pas? C'est-à-dire que l'organisme s'adapte. Donc, si votre organisme peut le supporter, oui. Mais bon, il faut vraiment aussi écouter son corps parfois et ne pas trop le forcer. Si vous sentez que vous avez un peu soif, il fait très chaud, c'est mieux peut-être de le faire après. Mais c'est possible, c'est bien possible. Oui, je crois que c'est les questions que j'ai ici. Je pense que c'est tout. Ah, attends, il y a, Ah, il y a quelqu'un qui demande le lien pour l'avoir, pour l'achat. Un document qu'on a fait pour le moment qui va pas être vendu. Vous allez juste télécharger, regarder et ça va vous accompagner pendant le mois de Ramadan. Et nous serons très heureux de recevoir vos commentaires, vos avis par rapport à ça et ceux qui voudront peut-être aider à la diffusion peuvent le faire et si on trouve que c'est intéressant et que ça peut être imprimé et vulgarisé, s'il y a des gens qui sont prêts à le faire, pourquoi pas, on peut échanger tranquillement là-dessus et voir ce qui est possible de faire. Mais pour le moment, c'est juste quelque chose que nous mettons à la disposition pour les uns et les autres pour accompagner le Ramadan. À vous. Merci Abiba pour cette présentation et les réponses données aux questions. Chers participants, je vous invite à envoyer des cœurs pour notre formatrice Abiba
envoyez des cœurs ou bien ouvrez vos micros, nous allons applaudir notre chère animatrice. Ouvrez vos micros ou bien Bon, envoyez des... j'ouvre mon micro et je commence à danser. Ah, je vous invite à applaudir. Ouvrez vos micros, on l'applaudit à Biba. Merci beaucoup. Merci. Merci, 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 Abiba. merci beaucoup. Chers participants, merci d'avoir pris votre temps pour suivre cette formation. On peut, Voilà, vous aurez d'autres formations de belles factures de ce genre le mois prochain. Et je vous invite à vous abonner aux pages Facebook, LinkedIn et Instagram et la chaîne YouTube de la plateforme Rayonner 360. À titre de rappel, Rayonner 360 est une plateforme qui réconcilie le bien-être et la performance professionnelle. Et nous sommes là pour vous accompagner à prendre soin de votre corps et à développer votre confiance en vous, à développer votre communication, votre créativité et à vous aider à devenir des leaders épanouis et performants. Parce qu'un leader épanoui et performant est une bénédiction pour lui-même et pour sa communauté. Vous aurez le lien des documents, plutôt les liens et la présentation dans le groupe WhatsApp des participants. On devait terminer à 16h30. Vu que le débat était vraiment passionnant, il est 16h47 et cette masterclass prendra fin ici. Et à très bientôt pour d'autres masterclass de Signer et Rayonner 360. À très bientôt. Abiba, Omo, oui, oui, merci pour ta merci. disponibilité et gros bisous à toi. À très bientôt. Merci à tout le Merci monde. beaucoup. Merci. On est ensemble. Merci Merci bien. beaucoup. Merci, à la prochaine. Merci. Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci, Ediba, et à très Oui, bientôt. Merci. À très merci bientôt. On est Léré. ensemble. Merci. Bye. Merci infiniment pour ta disponibilité. Merci Odé Abiba. Merci Fatoumata. Merci Merci Fatoumata. beaucoup. Restez connectés pour d'autres masterclass. Je vais... On est ensemble. On est ensemble. Là, c'est la maison russe. Hmm?